Guten Abend. Wir haben heute einen ganz bekannten Interlokuteur, das ist kein geringeren wie Jean-Marie Cavada. Jean-Marie Cavada hat eine ganz bedeutende Biografie, er ist zu Épinal geboren, seine Eltern kommen aus Spanien. Er selber hat einen Parcours professionell extraordinär, ging so, und hat am Journalismus angefangen, er war Präsentateur vom Journal Télévisé. Er hat abgehalten 2004 als Präsident von Radio France, die ein ganzen Empire durchstellt am ganzen Paysage audiovisuel. En 2004 ist er in die Politik gegangen. Bonsoir, Jean-Marie Cavada. Bonsoir à vous tous et à vous, Charles. Je viens de faire une présentation de ta biographie en luxembourgeois. Enfin, j'ai pris quelques extraits, quelques séquences. Oui, ça m'a pas échappé, j'ai compris quelque chose dedans quand même. Laquelle des séquences de ta biographie t'importe le plus? Moi, j'ai eu très peu de chance dans ma vie d'enfant et d'adolescent parce que ma famille a été détruite par la guerre. L'assistance publique française m'a placé dans des fermes. Et les fermes, tu connais. Mais j'ai eu beaucoup de chance dans ma vie professionnelle, ce qui fait que j'ai à peu près tout fait dans les métiers de l'audiovisuel, de la base au sommet. Ce qui m'a le plus impressionné, ce sont deux choses. C'est la création d'une chaîne de télévision à caractère plus culturel qui s'appelle France 5, que j'ai fondée. Et puis la dernière fonction que tu as évoquée, c'est-à-dire celle de président de Radio France, parce que là-dedans, il y a tout. C'est 5000 personnes, c'est 7 réseaux radiophoniques. Tu as de l'information, tu as de la culture, tu as de la musique, tu as du débat. Bref, c'est un jardin d'enfants pour curieux attardés, ce qui est mon cas. Mais ton émission la plus connue, c'était La Marche du siècle. Par ailleurs, c'était un grand bonheur de faire pendant 15 ans une émission d'information très construite, conduite à l'aide d'une cinquantaine de personnes, donc ce qui n'est pas rien, de rédaction, et qui s'appelait La Marche du siècle, en effet, qui était une émission hebdomadaire sur les grands sujets de société que la société française et internationale doit affronter. Et Dieu sait qu'il y en a. Oui, je crois que ça a démarré en 87. 87, exactement. Tu as rencontré tous les grands du monde. Si tu compares cette génération de responsables politiques à celle d'aujourd'hui... Il y a deux choses qu'il faut dire. C'est que, d'abord, les grands de ce monde, comme on dit, que j'ai rencontrés, ont presque tous été des gens qui ont dominé ou vaincu des situations de révolution, de guerre, de grosses difficultés. Je pourrais en prendre comme ça vraiment un paquet, sauf le dernier qui était le Shah d'Iran, qui a été vaincu par son système lui-même qui s'est effondré de l'intérieur alors que tout le monde pensait que c'était la troisième armée du monde, enfin, etc. Ce qui donne d'ailleurs une sacrée leçon. Les systèmes ne sont menacés que par eux-mêmes. On l'a bien vu avec l'Union soviétique, on l'a bien vu avec l'Allemagne de l'Est, etc. Mais il faut dire que les gens que j'ai rencontrés, j'ai en tête Sadat et Golda Meir, Sadat le président égyptien, Golda Meir, Premier ministre israélien, étaient des gens qui avaient traversé des guerres et ça forge un caractère de façon presque indestructible. Et je cite toujours l'exemple de Churchill. Churchill était impopulaire et absolument pas respecté quand il a été appelé pendant la guerre, au début de la guerre, au 10 Downing Street pour être le Premier ministre. Il en est sorti comme une sorte de héros perpétuel avec une force de caractère extraordinaire. Et pour l'Europe, en grand danger... Mais il n'a pas été réélu. Donc mais pour l'Europe peut être ingrate. Oui, bien entendu qu'elle est ingrate. Ben, regarde Schröder, il fait en 2003 des réformes pour sortir l'Allemagne qui était dans une situation épouvantable. Il n'est pas réélu, mais il a sauvé l'Allemagne. Mais toi, tu as été réélu 2 fois. J'ai été réélu 2 fois puisque c'est mon 3e mandat en effet, oui. Voilà. Et ce sera le dernier d'ailleurs par parenthèse. Dommage. Qu'est-ce qui t'impressionne le plus? Moi, ce que j'aime beaucoup dans les institutions européennes, c'est que ça me sort du contexte national dans lequel on a tendance à enfermer la vie politique d'un pays. On est franchouillard, on est luxembourgeois, on est belgo, on est italo. Et là, ici, on voit tout le monde. Ce qui me fâche le plus, en revanche, c'est que pour mon pays, qui a beaucoup de réformes à faire et qui a du mal à les faire, on le voit bien en ce moment, ces mois-ci, eh bien, c'est que nous sommes tellement arrogants, tellement enfermés sur nous-mêmes, que nous ne regardons pas comment nos voisins ont réglé les problèmes les mêmes que les nôtres et comment ça marche. Parce qu'il suffirait de s'en inspirer pour avoir des gens meilleurs. Quand Schuman a lancé sa grande déclaration, on croyait qu'on allait partir sur du solide.
qu'est-ce qui va rester lorsqu'on aura tout oublié de cette construction européenne? Je ne sais pas trop faire une réponse précise à ça, mais j'ai une idée de ce que ça comporte. Je m'explique. L'Europe, c'est une terre de civilisation et de culture extraordinaire, qui est tellement riche qu'elle a une diversité pour l'instant de 28 pays, en tout cas au moins 26 cultures, parce que certaines se ressemblent, l'Allemagne, l'Autriche, etc. Et ceci fait en effet une force et une vitalité très importante. Mais l'Europe, c'est aussi une terre de barbarie, probablement une des plus terribles au monde dans l'histoire de la civilisation. C'est le seul continent qui a jeté à peu près 50 millions de réfugiés en un siècle. Mais qui en est encore conscient de nos jours? Je ne sais pas, mais il faut le rappeler pour... vous savez, Elie Wiesel avait une formule formidable. Il disait que les peuples qui ne connaissent pas leur histoire s'exposent à la revivre. Et nous sommes ça, nous, des gens civilisés et des gens absolument barbares. Il faut donc des institutions solides pour éviter que la barbarie et ce qui est l'antichambre de la barbarie, c'est-à-dire les nationalismes, ne reprennent le pouvoir. Or, les nationalismes, ils sont aux portes, ils sont derrière les portes des gouvernements. Ils entendent, ils écoutent, ils font peur à tout le monde, mais ils sont là. Et c'est ça qu'il faudrait que les jeunes générations comprennent. La paix n'est pas éternelle. La paix, je dis souvent que c'est une question très, très étrange. Elle n'est sauvegardée que par des femmes et des hommes de bonne volonté qui sont adossés à leur volonté de paix, un peu comme un barrage qu'on veut retenir. Si on ne le fait pas, tout s'écroule. Un petit pronostic. L'Europe de l'an 2030, est-ce qu'on sera à 28, 36, 15, 20? Et quelle sera sa posture? Oui, je pense que de façon presque inévitable, même si quelque chose craque, de façon un peu dramatique en Europe, ça, il ne faut pas l'exclure, des gens reviendront derrière pour commencer à remonter le rocher de Sisyphe au sommet, c'est-à-dire reconstruire. Et il y a une leçon. Là, vous voyez, il y a 12 États. Au départ, il y en avait que la moitié, 6. Peut-être que 8 pays vont se mettre ensemble pour dire nous voulons intégrer politiquement les principales fonctions qu'un groupe de pays a besoin de faire fonctionner ensemble dans l'ensemble international. Et puis après, il y aura le reste, c'est-à-dire l'union économique, monétaire, enfin le commerce. Comme de tout temps dans les civilisations, le commerce a été le premier pas de l'union ou de la désunion ou de la guerre. Il ne faut pas que tu partes parce que je crois que tous nos interlocuteurs finissent par admettre que tout départ de Jean-Marie Cavada serait prématuré. Je te remercie infiniment. C'est moi qui te remercie, mais au moins je pourrais écrire un livre. Avec grand plaisir. Je serai un fidèle lecteur. Voilà, dat wäre het für den Interview vanavond. Wir wünschen dich noch einen ganz schönen Abend, dann wir freuen uns schon auf den nächsten. Merci.